Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est le week-end. Elles ont le vent en poupe dès l'arrivée du printemps. Il s'agit des allergies saisonnières. Le nombre de personnes atteintes de rhinite allergique augmente sensiblement chaque année. Comment mieux vivre avec nos allergies saisonnières? Notre invité, le docteur Fatah Bouzid, répondra à toutes nos questions dans un moment. Et puis la semaine a également été marquée par la célébration de la journée maghrébine du don de sang. L'occasion pour nous de revenir et de mettre en avant le travail et les efforts fournis par l'Agence nationale du sang. Elles nous rejoindront en deuxième partie de l'émission. Il s'agit de Leila Djebbour pour la rubrique Média avec son invité, M. Brahim Aziz, le directeur de la revue Motors Algérie, et Wahida Salem Shrif qui mettra en avant le travail d'un groupe de jeunes bénévoles dans le cadre d'une association caricative. Voilà tout le programme que nous vous avons concocté ce soir. Et avant de retrouver nos premiers invités, je vous invite à aller découvrir le concept de la plateforme Santé d'Homme à travers ce reportage. Et on revient juste après. Restez branchés, Canal Algérie. Nous sommes dans les locaux de Santé d'Homme, première société privée algérienne agréée pour les soins à domicile. Une solution qui permet de soulager les structures de santé, surtout pour les actes médicaux peu lourds qui peuvent être effectués au domicile des patients. On a un plateau téléphonique, donc un call center qui est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui nous permet de recevoir les demandes des patients ou de la famille des patients. Dans un premier temps, les opérateurs ont comme mission de filtrer les urgences vitales, puisque nous ne faisons pas les urgences vitales. Donc une fois qu'on a discuté un minimum avec la famille ou le patient, on écarte l'urgence vitale. À partir de ce moment, on prend en charge la demande. Donc en fonction de la demande, que ce soit une consultation ou un soin infirmier, on contacte le personnel soignant adéquat qui est le plus près donc, de la zone d'habitation du patient et qui est disponible au plus vite. Nous offrons les consultations généralistes, des consultations spécialisées, de jour comme de nuit, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour les soins infirmiers, ça va de la simple prise de tension, de la glycémie, jusqu'à des soins continus, comme tout ce qui est perfusion d'antibiotiques à domicile, aérosols, aspiration. Nous faisons aussi de la kinésithérapie à domicile, de la kinésithérapie fonctionnelle pour de la rééducation si jamais le patient a subi une intervention chirurgicale orthopédique, de la kinésithérapie respiratoire aussi avec aspiration. Nos équipes sont équipées de tout le matériel transportable au domicile, c'est-à-dire les médecins sont équipés de CG mobile, de MAPA, de glucomètre, de tensiomètre, d'oxymètre de pouls, de scope à 5 paramètres si jamais il y a un besoin d'une surveillance médicale continue. Les infirmiers aussi sont équipés de tout ce qui est équipement médical de première urgence et ainsi que nous disposons d'échographes pour justement les besoins de tout ce qui est examen complémentaire à domicile, de l'échographie, de l'échodoppler vasculaire, de l'échocardiaque pour pousser les examens complémentaires si besoin il y a. Après l'appel, je vois l'objet de le patient. Donc, par exemple, j'ai une sonde urinaire. Donc, je vois les infirmiers qui sont de quel côté? Voilà, donc on a des infirmiers un peu partout, on a Berkhadem. Donc, on assure la disponibilité de l'infirmier. Je le voilà, on a un patient qui a la sonde urinaire. Et après, on peut à quelle heure exacte il faut utiliser. Plus de 90% des patients se sentent mieux à la maison qu'à l'hôpital. Santé d'Homme vise alors à créer un réseau national de médecins et de paramédicaux pouvant intervenir en permanence en prenant en charge les pathologies aiguës et chroniques. Installé, je l'espère du moins. Il s'agit de Fatah Bouzid, pédiatre allergologue. Bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et Monsieur Kéry Sofiane,
Bonsoir. Donc, vous êtes directeur de la communication de l'agence algérienne, l'Agence nationale de sang. Et vous êtes là aujourd'hui justement pour mettre en avant tout le travail et les efforts fournis par cette agence. Merci à vous d'être également parmi nous. Alors, je me retourne vers vous, docteur Bouzid. Elles surviennent systématiquement à la même période de l'année. Il s'agit des rhinites allergiques ou donc saisonnières, des allergies saisonnières. Quels sont les principaux symptômes? Alors, les principaux symptômes de la rhinite allergique, le principal symptôme, c'est la rhinorrhée claire. C'est un écoulement nasal transparent. S'y associe le plus souvent des éternuements en salve, donc des quintes d'éternuement, avec parfois une obstruction nasale. Et souvent aussi, on a un prurite nasal ou un nez qui gratte. Voilà. Et dans 80% des cas, on a aussi associé à cette rhinite allergique une conjonctivite allergique, donc des larmoiements, des yeux rouges, ainsi qu'un picotement ou des yeux qui grattent. Voilà. D'accord. Donc, plusieurs symptômes que pas mal de personnes, justement, découvrent, commencent à avoir dès l'arrivée du printemps. À quel moment faut aller voir le médecin, à votre avis? Alors, quand il s'agit de rhinite saisonnière, généralement, elles surviennent à la même période. Tout à fait. D'accord. Donc, en fonction de la symptomatologie précédente, il faut mieux consulter le médecin juste avant le début de la saison des pollens. D'accord. D'accord. Donc, il y a différents types de pollen. Donc, en fonction de la période où on a l'habitude d'avoir les symptômes, il vaut mieux consulter juste avant. D'accord. Et puis, qui est concerné, justement, à votre avis, par ces allergies? Alors, tout le monde pourrait être concerné. Ça commence dès 4 ans, principalement, pas avant. À partir de 4 ans jusqu'à 90 ans, on peut développer une rhinite allergique saisonnière à n'importe quel âge. D'accord. Voilà. Et est-ce que dans certains cas, ça peut se compliquer ou pas? Oui. Je ne sais pas si on peut parler de complications, mais c'est plutôt une association. Dans 30% des cas, on a une association à un asthme. Donc, éventuellement, des crises d'asthme, des toux, voire des gènes respiratoires. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, donc, quels sont les traitements que les médecins prescrivent aux patients? On voit les corticoïdes, il y a plein de choses qu'on voit quotidiennement. Donc, aujourd'hui, quels sont les traitements que les docteurs prescrivent? Alors, il existe plusieurs traitements, mais principalement, c'est des antihistaminiques. Donc, il existe des antihistaminiques sous forme de comprimés qu'on donne chez les adultes ou de sirop qu'on donne chez les enfants, mais également des antihistaminiques sous forme de collyre en cas d'association à des conjonctivites qui sont vraiment invalidantes. On peut également utiliser des corticoïdes nasaux, c'est-à-dire c'est des pulvérisations nasales à mettre dans le nez, surtout quand il s'agit d'une rhinite qui donne une obstruction nasale, ça soulage vraiment le malade. Alors qu'on peut également utiliser des sprays, des pompes, voire des corticoïdes s'il y a vraiment un asthme associé ou une gêne respiratoire associée. Sinon, principalement, il n'y a pas d'indication à des corticoïdes par voie générale dans les rhinites allergiques. D'accord, très bien. Et est-ce qu'aujourd'hui on peut prévenir? Est-ce que les personnes atteintes de ces allergies qui souffrent au quotidien, on va dire, peuvent justement a-t-il des moyens de prévention pour un petit peu diminuer ou ne pas avoir carrément les symptômes? Pourquoi pas? La rhinite saisonnière, il n'existe aucun moyen de prévention. L'éviction est juste impossible par rapport au pollen. Les pollens traversent des dizaines, voire des centaines de kilomètres chaque jour. Donc, la personne ne peut pas être enfermée toute la journée dans une maison. Les moyens d'éviction existent pour les autres types de rhinites, comme par exemple les rhinites aux acariens. On peut instaurer des mesures d'éviction. Une rhinite au chat, on vire simplement le chat. Voilà. Mais dans une rhinite saisonnière au pollen, c'est vraiment impossible d'instaurer des mesures d'éviction. D'accord. Et on va parler des autres rhinites, justement, dont les enfants souffrent beaucoup. C'est toute l'année ou tout dépend des saisons aussi? Tout dépend du type de rhinite, mais par exemple, une rhinite aux acariens, c'est ce qu'on appelle une rhinite perannuelle. C'est une rhinite qui dure toute l'année. Mais même par rapport à la rhinite aux acariens, on a des exacerbations ou des aggravations saisonnières. D'accord. Par exemple, en hiver, la rhinite aux acariens s'aggrave parce que généralement, les gens ouvrent moins les fenêtres, c'est moins aéré et ils surchauffent aussi l'atmosphère intérieure. C'est très mauvais de chauffer l'intérieur de maison parce qu'on donne la température idéale aux acariens pour proliférer. Tout à fait. Voilà. Donc oui, il y a des aggravations saisonnières, mais ça dure pratiquement toute l'année pour les autres types de rhinites. D'accord. Et on va revenir à la rhinite allergique. Très souvent, elle peut être prise pour un rhume. Oui. Très souvent, elle est prise pour un rhume à tort, alors qu'on n'a pas tous les symptômes du rhume. Mais oui, ça ressemble trait pour trait à un rhume.
D'accord. Voilà. Et donc aujourd'hui, si on doit donner des conseils aux téléspectateurs, aux gens qui nous regardent et qui souffrent quotidiennement dès l'arrivée du printemps de ces allergies saisonnières, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors, l'idéal, c'est de consulter justement un médecin, voire un allergologue qui fait ce genre de pathologie. Donc, il faut établir un diagnostic précis en se basant sur les signes cliniques et aussi en faisant ce qu'on appelle des tests cutanés. Les tests cutanés, on utilise des extraits allergéniques. Voilà, justement, parlez-nous un petit peu de ces tests. Expliquez-nous un petit peu le principe de ces tests. Ouais, c'est un test qui dure 20 minutes. On utilise des extraits d'allergènes. Donc, c'est des vrais allergènes qu'on va poser au niveau de la peau, en utilisant bien sûr un témoin positif et un témoin négatif pour éliminer une prise de médicaments et d'autres maladies de la peau. Donc on met ces extraits allergéniques au niveau de la peau, de l'avant-bras, et avec un petit stalerpente, on va entraîner une effraction de la peau. Ça va permettre à ces extraits allergéniques de passer sous la peau, et donc s'il y a une allergie, on va avoir une réaction. Donc on va avoir un gonflement de la peau avec une rougeur tout autour, et donc c'est ce qui permet de faire le diagnostic précis de l'allergène. Par exemple, parce que dans les pollens, il y a différents types de pollen, il n'y en a pas qu'un seul, et c'est en fonction du type de pollen que la symptomatologie va s'installer à telle ou telle période. Voilà. Très bien. Donc, le test peut s'effectuer sur toutes les personnes. À partir de quel âge? À partir de 3-4 ans, pas avant. Et pourquoi? Parce que l'allergie respiratoire n'existe pas avant. D'accord. À tort, tout le monde dit que voilà, les petits nourrissants ont des allergies, alors que non. L'allergie respiratoire, c'est 3-4 ans. Ça commence à partir de 3-4 ans. C'est exceptionnel, voire inexistant avant. D'accord. Voilà. Et c'est très difficile aussi de réaliser chez le petit enfant. Imaginez, il faudrait qu'il reste comme ça 20 minutes sans faire tomber les gouttes. C'est juste impossible chez les nourrissons. D'accord, très bien. Donc à partir de 3-4 ans, les médecins peuvent effectuer les tests d'allergie. Donc on va revenir sur les conseils qu'on peut dire. Je vous avais interrompu tout à l'heure. Alors, donc les conseils, il faut établir un diagnostic précis et instaurer un traitement. Une personne qui a une allergie saisonnière, il faudrait qu'elle commence ses antihistaminiques juste avant la période des pollens. Avant les symptômes. Exactement, avant l'installation des symptômes et durant toute la période. Une allergie, par exemple, au pollen de graminées, ça va de avril à août. Donc la personne devrait prendre son traitement de avril au mois d'août. Ensuite, elle peut arrêter, elle n'aura aucun symptôme. Une allergie au pollen d'arbre, c'est de février à mai. Donc elle devra prendre son traitement durant février et mai. D'accord. Et voilà, donc même pour les herbacées, le pollen d'herbacées, c'est des herbes qui poussent un peu partout. Ça va de mai à octobre. Donc la personne devra prendre son traitement de mai à octobre. D'accord. Voilà. Donc le secret, c'est de s'y prendre avant l'arrivée de la saison, on va dire, qui cause problème pour toutes ces personnes. Très bien, je reviendrai vers vous dans un petit moment. Et là, je vais aller vers Monsieur Kérik. Donc je le disais tout à l'heure, le 30 avril coïncide avec la célébration de la journée maghrébine du don de sang. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici, à Algérie, à Alger, en Algérie aussi? Donc, oui, parlez-nous un petit peu des activités. Merci encore une fois pour cette invitation et cette initiative qui nous permet aussi encore une fois de parler, de sensibiliser nos téléspectateurs sur l'importance du don de sang. Effectivement, le 30 mars passé, l'Algérie a célébré, à l'instar des autres pays du Maghreb, la journée maghrébine du don de sang. Le slogan de cette année a été tous solidaires pour une si noble cause. Et Dieu sait à quel point elle est noble, cette cause, parce qu'elle permet de sauver des vies. Et c'est une occasion pour nous d'abord de remercier tous les donneurs bénévoles pour leur générosité et leur contribution à sauver des vies et des malades qui sont en besoin à ce liquide précieux. Et c'est une occasion aussi de sensibiliser, comme on l'a dit, et de promouvoir le don de sang. Et pourquoi pas aussi une occasion pour recruter des nouveaux donneurs. Donc, dans ce cadre, il y a eu tout un programme qui a été tracé avec les différents partenaires et entreprises publiques et privées dans le cadre de l'organisation des campagnes, notamment des campagnes nationales sur le don du sang. Aussi des portes ouvertes au niveau des structures de transfusion sanguine et les médias qu'on remercie vivement parce qu'ils nous permettent de véhiculer ce message, qui nous ont ouvert leur studio et leur plateau pour pouvoir sensibiliser
et faire passer l'importance de ce geste. Ainsi qu'avec en collaboration avec le ministère des Affaires religieuses sur des prêches qui ont été effectuées le vendredi pour parler du don de sang, de l'importance du don de sang, notamment sur le volet religieux. Et aussi, nous restons aussi avec les enfants parce que c'est des futurs donneurs. Justement, les vacances, la période des vacances scolaires était une aubaine pour vous. C'était une occasion. C'était une occasion, comme à chaque occasion, parce qu'en Algérie, il faut savoir qu'on célèbre 3 journées importantes, à savoir la journée maghrébine, qu'on avait célébrée le 30 mars, mais la journée mondiale qui correspond au 14 juin et la journée nationale qui correspond au 25 octobre. Et c'est une occasion à chaque fois. 3 dates et 3 stations. 3 dates clés pour justement aller vers les bénévoles et sensibiliser les gens. Faire rappeler cette cause qui est très précieuse. Donc pour les enfants, on organise très souvent des ateliers artistiques, notamment sur le dessin ou sur des pièces théâtrales ou des chants, qui permettent d'inculquer dès le jeune âge la culture du don de sang chez les enfants afin qu'ils puissent véhiculer ce message à travers leur entourage et pourquoi pas, quand ils seront majeurs, de faire un don de sang. Exactement. Donc est-ce qu'on pourrait avoir un bilan justement de l'état actuel des réserves de sang? Alors tout à fait. Donc, concernant l'année 2018, toute l'année, nous avons enregistré au niveau des structures de transfusion sanguine qui sont au nombre de 229 sur tout le territoire, plus de 700 000 candidats. Donc c'était plus de 700 000 personnes qui se sont présentées pour un acte de don, pour faire l'opération de don. Et sur ces candidats, nous avons les structures de transfusion sanguine ont collecté plus de 600 000 poches de sang. Donc, si on le compare, ce chiffre, avec l'année précédente, il est en évolution de 3%. On enregistre une évolution de 3%. Ceci est bien, mais ce n'est pas suffisant parce que nous avons jamais, on pourra dire que c'est un acquis, parce que nous avons en permanence besoin de ce liquide tout à fait pour répondre aux besoins de nos malades et des pathologies, différentes pathologies qui ont besoin du sang comme un traitement à part entière et qui ne peut être produit ou fabriqué au jour d'aujourd'hui par aucune technologie. Tout à fait. Irremplaçable. Irremplaçable, bien sûr. Et il faut savoir qu'aussi le sang a une durée de vie, donc c'est pour ça que nous avons besoin en permanence d'un approvisionnement sûr et suffisant pour les structures de transfusion sanguine. D'accord. Et aujourd'hui, comment qualifier les Algériens, comment qualifiez-vous l'engouement des Algériens pour le don de sang? J'allais dire que la générosité des Algériens et des Algériennes surtout, elle n'est pas approuvée. Il suffit de voir parfois qu'il y ait un accident ou qu'il y ait une catastrophe ou dernièrement, ce qui m'a marqué, c'était l'accident, le crash d'avion au niveau de Boufalik où il y a eu un engouement et un déplacement massif de la population vers les hôpitaux pour donner leur sang. Donc sur la générosité, d'ailleurs même sur les indicateurs, ils sont positifs et ils sont ouverts par rapport à la générosité des Algériennes et des Algériens. Mais il faut savoir qu'il faut être toujours dans l'équilibre entre l'offre et la demande, c'est-à-dire que il ne faut pas qu'on dépasse la demande au niveau de la structure de transfusion sanguine pour que ce sang ne soit pas à la fin non utilisé. Donc il faudrait avoir, comme il est très précieux ce liquide, donc on n'a pas le luxe de le stocker pour ne pas l'utiliser. Donc on reste toujours dans l'équilibre entre l'offre et la demande. Et dans ce sens, parfois, même quand il y a un surplus, quand il y a de donneurs et de personnes qui se présentent pour le don de sang, la structure de transfusion sanguine peut programmer le donneur disant que vous pouvez repasser la semaine prochaine parce que nous avons suffisamment de donneurs, etc. et repasser la semaine prochaine pour faire votre acte de don. Voilà, mieux que de perdre le sang que vous avez récolté. Aujourd'hui, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Sur les difficultés, on peut citer sur l'année, il y a des périodes où on enregistre la baisse de la fréquentation des donneurs au niveau des structures de transfusion sanguine, notamment lors de la saison estivale, et nous sommes à l'approche justement précédé du mois de Ramadan, qui était une difficulté dans le passé proche, et l'Agence nationale du sang, en coordination avec le ministère des Affaires religieuses, ont tracé un programme justement pour ce mois sacré, et qui est devenu maintenant un mois
où on peut collecter le soir auprès des mosquées après Salat Tarawih, et nous avons pratiquement un mois qui équivaut à la moyenne des autres mois de l'année. Par contre, pour la saison estivale, c'est vrai que beaucoup de donneurs sont on va dire en période de congé, ils sont en déplacement, en vacances, les entreprises, les universités sont fermées, les entreprises, le personnel il est en congé. Donc c'est vrai que nous rencontrons un petit peu un déséquilibre entre l'offre et la demande, sachant que la maladie, elle est toujours là, elle n'a pas de saison, elle n'a pas de repos, elle n'a pas de congé, donc elle est là, voire parfois elle peut augmenter parce qu'il y a un trafic qui devient important pendant l'été, et donc ça engendre une augmentation des accidents de la voie publique, qui sont l'une des causes qui consomment le sang, un pic de naissance aussi, une des services de gynéco qui consomment aussi le sang et ses dérivés. Donc nous enregistrons un déséquilibre, et pour cela, nous avons anticipé certaines actions, notamment avec le mouvement associatif et les affaires religieuses, encore une fois, pour organiser des collectes auprès des mosquées et les associations, notamment dans les wilayas du littoral principalement, où il y a un affluent et un attroupement massif de la population. D'accord. On va parler aussi des structures de transfusion sanguine. Est-ce qu'il y en a assez, justement, aujourd'hui? Alors, il faut savoir que les structures de transfusion sanguine, ils sont rattachés au niveau aux hôpitaux, donc ils sont au niveau des hôpitaux principalement, majoritairement. Au jour d'aujourd'hui, en 2018, ils sont au nombre de 229. D'accord. Donc, Alger ou tout au niveau de l'Algérie, au niveau de toute l'Algérie. Au niveau d'Alger, il y a 16 structures de transfusion sanguine réparties sur les principaux hôpitaux. Donc pour cela, nous pouvons inviter les téléspectateurs à consulter le site électronique de l'Agence nationale du sang, c'est les www.ans.dz, où ils peuvent consulter dans chaque wilaya quelles sont les structures qui sont disponibles dans la wilaya qu'ils veulent savoir. En plus de ça, à côté de ça, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui dans une politique où on n'attend pas que le donneur vienne au niveau de structure de la transfusion sanguine, mais c'est la structure qui doit se déplacer vers le donneur pour nous offrir ce liquide. Et dans ce sens, le rôle est important des véhicules de collecte et la collecte mobile de façon générale, où sur le site électronique, il y a tout un programme qui est tracé sur le trimestre de la disponibilité des véhicules de collecte qui vont sillonner un petit peu tous les... Justement, elles vont vers où? Elles vont principalement dans les entreprises, les mosquées, les placettes publiques, les jardins publics, les centres commerciaux. Donc nous avons un programme qui est tracé et nous invitons les gens à le consulter. Pourquoi? Parce que si peut-être il ne veut pas aller à la structure de transfusion sanguine, mais il verra que le clinomobile, véhicule de collecte, sera près de son lieu de travail, où il sera dans son lieu de travail dans la semaine ou dans les 15 jours qui vont suivre, et ça lui permettra de se programmer éventuellement pour faire un acte de don. Ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que l'opération de don de sang, c'est une opération qui est médicalisée, c'est-à-dire que le donneur va bénéficier d'une consultation médicale, en plus des analyses qui vont se faire par la suite sur le sang, mais il va bénéficier d'une consultation médicale. Ça rejoint un peu ce que disait notre confrère sur le contrôle. C'est un checkpoint d'abord pour le donneur pour garantir son état de santé. Il est apte à... S'il est apte, bien sûr. C'est un moyen aussi de dépister. Il y a beaucoup de pathologies qui ont été dépistées, notamment des pathologies telles que l'hypertension par exemple artérielle, ou voire des pathologies sérologiquement positives et qui étaient asymptomatiques cliniquement et ont permis de dépister précocement certaines pathologies et qui permettent une prise en charge précoce pour avoir une meilleure réponse thérapeutique. Donc c'est une station aussi pour le donneur qui lui permet de faire un contrôle général sur son état de santé. Et sachant qu'un homme peut donner jusqu'à 4 fois par an, une femme peut donner jusqu'à 3 fois par an, donc c'est 4 à 3 stations par an de contrôle médical et entre parenthèses gratuit. Très bien, donc tout est mis en œuvre pour que justement les donneurs soient en confiance, on va dire. Tout à fait. Voilà. Et aujourd'hui, quels sont les projets de l'Agence nationale de sang? Donc
nos projets, selon nos missions, elles sont très diversifiées. Donc, ça va dans le cadre de la promotion et le recrutement. Aujourd'hui, nous enregistrons un tiers des donneurs. C'est des donneurs familiaux et qui proviennent, c'est des donneurs qui viennent parce qu'ils ont un membre de la famille, parce qu'ils ont un proche hospitalisé ou qui a besoin de sang, donc ils viennent donner ce sang. Donc, de nos objectifs, c'est d'avoir 100% de donneurs bénévoles et volontaires parce qu'ils sont venus parce qu'ils veulent donner leur sang tout simplement. C'est pour un petit peu avoir les 100%. Aujourd'hui, on est à 66% de donneurs bénévoles versus 33%. Donc les objectifs aussi, nous sommes dans la formation continue parce que les médecins, les paramédicaux qui sont sur le terrain ainsi que les biologistes, nous leur offrons des formations dans le domaine de la transfusion sanguine pour faire un recyclage et une mise à jour des données afin d'avoir tout à fait afin d'avoir les dernières recommandations et d'avoir aussi les bonnes pratiques de la transfusion sanguine. Nous avons établi un manuel de procédure qui a été distribué à l'ensemble des structures afin de permettre de coordonner toutes les pratiques qui soient uniformisées. Il y a beaucoup de projets qui sont dans ce sens. Un projet, j'allais dire aussi, sur le volet de l'informatisation qui au jour d'aujourd'hui devient une nécessité sur l'informatisation de la transfusion sanguine, c'est ce qui nous permettra aussi d'avoir un fichier de donneurs national. Donc il y a beaucoup de volets qui se font au niveau de l'Agence nationale du sang et qui vont apporter un plus pour la transfusion sanguine. D'accord, très bien. Donc tous ces éléments apporteront sûrement un plus aux dons de sang. Et je reviens vers vous, docteur Bouzid Fattah. Donc les éléments qui peuvent apporter un plus aux personnes qui souffrent d'allergies saisonnières, donc la prévention, c'est de s'y prendre, vous disiez tout à l'heure, à l'avance. C'est de s'y prendre à l'avance, voilà, exactement. C'est de s'y aller vers un pédiatre quand il s'agit d'un enfant, un pédiatre qui fait de l'allergologie ou un allergologue pour établir un diagnostic et mettre en place un traitement adapté pour chaque personne. D'accord, voilà. Très bien. Est-ce que vous avez déjà donné votre sang ou pas? Oui, j'ai déjà donné mon sang, bien sûr. D'accord, très bien. Donc merci à vous d'avoir répondu à nos questions, d'avoir accepté notre invitation également. On rappelle que vous êtes pédiatre allergologue à Kouba. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. C'est moi. Monsieur Kéry, merci à vous également. Merci. Très bonne continuation. Nous aurons peut-être l'occasion de vous recevoir au mois de juin, le 14. Avec plaisir. Donc pour la journée mondiale du don de sang. Merci à vous. Vous serez toujours le bienvenu pour passer vos messages. Merci. Et il est temps pour moi donc de recevoir nos deux rubricards avec leurs invités juste après ceci. Et elles nous ont rejoint. Il s'agit de Wahida Salem Shrif et Leila Djibbour. Et on retrouvera la rubrique association juste après le jingle. Bien. Très bien, merci Lilia. Pardon, si vous voulez bien. C'est mon invité, je suis désolée. C'est pas grave. Désolée Lilia. Bonsoir Leila. Bonsoir Lilia. Ravie de vous retrouver. Merci de Comment même. ça va? Ça va, très bien. Très bien. Et donc je vous invite à découvrir les invités de Wahida. Oui, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Asma Yahi justement. D'accord. Donc Asma Yahi qui est jeune bénévole dans le groupe de jeunes bénévoles Jeunesse Charitable. Bonjour Asma, bienvenue. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Donc bienvenue chez nous, bienvenue chez vous aussi, parce Merci. que c'est un espace dédié aux associations. C'est un espace qui nous permet d'échanger entre bénévoles, leaders d'associations, groupes de jeunes bénévoles. Donc Asma, parlez-nous un peu de votre groupe Rahmat Shabab Jeunesse Charitable. Bon, Jeunesse Charitable, c'est un groupe bénévole qui se compose que des jeunes. La plupart des membres sont des étudiants. Ils sont motivés pour faire du bien, pour aider et faire du bien les gens, aident les gens. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc Pour- vous voulez faire du bien, vous voulez aider des gens, on l'a bien compris. Continuez. Voilà. Pour aider les gens pauvres et nécessiteux. Voilà. Donc une jeunesse bien motivée à apporter son aide aux personnes dans le besoin. Voilà. C'est ça, très bien. Et quand est-ce qu'il a été créé votre groupe? Le groupe bénévole, on a créé le mois de septembre de l'année passée.
Donc c'est tout récent, c'est même pas un an. Oui. Parfait. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer votre groupe, votre propre groupe de jeunes bénévoles? Franchement, on a vu plusieurs personnes qui ont besoin de nous. Oui. Genre Oui. Non, c'est pas grave, continuez. Respirez un bon coup. C'est pas grave, c'est votre premier plateau? Non, je dirais D'accord, donc allez-y. Oui. La question c'est quoi? Donc, pourquoi, qu'est-ce qui vous a poussé à créer votre groupe de jeunes bénévoles? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de nous, genre pour aider les gens. Voilà. Très bien. Et vous êtes combien de bénévoles dans votre association? On a dépassé les 20 membres. Voilà. 20 membres. Alhamdoulilah, ils sont quand même actifs. Très bien. Et parlez-nous un peu des activités que vous avez l'habitude de faire. J'ai vu un peu sur votre page Facebook, vous avez fait plusieurs activités en si peu de temps. Oui, bien sûr. Bravo. Merci. En fait, on fait plusieurs activités. Par exemple, on organise des visites pour les enfants cancéreux dans les hôpitaux. On prépare le repas, des jouets, des cadeaux, avec une petite animation, voilà. Donc, vous passez la journée avec les personnes malades. Voilà. On a visité aussi les trisomies. Aussi, on prépare des repas chauds pour les SDF. Très bien. En fait, ce qui a capté mon attention, c'est de voir les jolis dessins que vous faites sur les visages des petits enfants, des petits anges. Donc, c'est tellement beau, Lilia, à voir. Oui. En fait, ils passent la journée avec les enfants malades et en plus de jouer avec eux, ils leur font de jolis dessins sur les visages. Oui, c'est extraordinaire. Voilà, on avait vu ça, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Photos, en fait, donc vous vous adaptez avec l'actualité, on va dire. Oui. Quand c'était la journée de la trisomie 21. Voilà. Et là, c'est le mois bleu, donc le mois consacré à l'autisme. Je pense que vous avez aussi des activités en rapport avec cette date. C'est tout le mois, donc vous avez le temps, vous n'avez pas encore commencé à... D'accord. Et sinon parlez-nous aussi des activités que vous avez déjà réalisées. Pour le moment, déjà réalisées? Oui. Les visites pour les enfants, plusieurs événements on a réalisé, alhamdoulilah. D'accord. Et vous prévoyez de faire quelque chose à l'occasion du mois sacré de Ramadan ou pas? Oui, bien sûr. Vu que le mois de Ramadan approche, on profite de l'occasion de préparer des couffins pour les familles nécessiteuses sur les endroits isolés. Donc l'objectif c'est 300 couffins, donc c'est pour 300 familles. D'accord. Comment on fait? On fait des défis. Chaque jour, on fait des défis, par exemple 300 paquets de sucre. On essaye de terminer 300 paquets de sucre pendant une journée. Voilà, paquets de sucre, paquets de café, les produits alimentaires. Voilà, pendant une journée, alhamdoulilah, ça avance, on l'arrête très bien. Donc, il ne nous reste pas beaucoup, il nous reste quelques produits alimentaires, par exemple pois chiches. Voilà, on est en train de voir votre affiche. Oui, très bien. Pois chiches, frites, etc. Il ne reste pas beaucoup. Donc, les numéros ils sont en bas. La page Facebook et la page Instagram aussi. Il y a un petit truc, c'est qu'on n'accepte pas l'argent. On accepte que les produits alimentaires. Voilà. C'est tout. Très bien. Et comment justement est-ce que vous allez vers les supermarchés pour que les gens puissent donner justement? Comment tout ça se passe sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, et les gens, donc si moi par exemple j'ai envie de donner, je donne ce que je veux, je vous appelle, et je vous l'apporte, ou il y a un endroit où je peux aller déposer? Il y a un endroit, et aussi on peut comme des coursiers, voilà, pour récupérer les biens. C'est très bien, elle a tout expliqué. Je voulais revenir un peu sur le challenge parce qu'en ce moment on est en train de voir plusieurs challenges sur les réseaux sociaux. Et ce qui a capté mon attention avec le groupe de jeunes Jeunesse Charitable, c'est les challenges de collecte de denrées alimentaires. Justement, j'aimerais bien qu'on réexplique avec plus de détails pour les téléspectateurs qui sont en train de nous regarder, pour leur expliquer comment ils peuvent participer à vos challenges. Donc, ils postent une affiche avec le produit collecté de la journée ou de la semaine, et chaque personne peut faire don avec les moyens qu'elle peut. Donc, j'insiste sur le fait que l'association Jeunesse Plus accepte uniquement les denrées alimentaires. En ce moment, cette semaine, vous collectez quoi exactement? Le semoule, voilà. De la semoule. Donc, pour toutes les personnes qui souhaitent vous aider, ils contactent Jeunesse Plus sur les réseaux sociaux, tout simplement pour vous remettre des dons. Très bien. Et quels sont vos projets à l'avenir? En fait, prochainement, on prépare juste, on termine le coufin de Ramadan, on prépare Iftar, Inch'Allah, puis Kaswat l'Aïd, Inch'Allah, et plein d'autres événements au cours de l'année. D'accord. L'Iftar, comment il va se passer? C'est tout au long du mois de Ramadan ou non? Vous allez le faire tout au long du mois de Ramadan ou bien ça va 27 jours du mois de Ramadan. Très bien. Et comment ça va se dérouler? Expliquez-nous un peu. Durant, en fait, les membres...
Oui, donc les membres de votre association. Oui, voilà. Comment vous allez vous organiser, comme disait Wahida? Voilà, durant la matinée, se réunit Voilà. dans un local situé à Belmond Raïs. En fait, on commence la préparation. Il y a un chef qui s'occupe de la préparation et tout. Je passe le salut à l'occasion. Voilà. C'est qui, le chef? Le chef Mouloud, voilà. Voilà, bah oui, pour qu'ils se reconnaissent. Donc voilà, après qu'on termine la préparation, on saute la préparation d'étape. Très bien, Voilà. parfait. Parfait. C'est pour toutes les personnes qui veulent vous aider pendant le mois de Ramadan ou avant. N'hésitez pas à contacter l'association Ahmed Chabab Jeunesse. Donc vous, votre travail, il commence dans l'après-midi? Ou un groupe le matin pour les courses et un autre toute la journée. Oui. D'accord. Mais il y a un groupe qui reste que le soir. Voilà, c'est ça, pour à partir du moment de l'iftar. Voilà. Très bien, très belle initiative. Écoutez, je vous remercie Asma. De quoi? Je vous dis à très prochainement, Inch'Allah. Pourquoi pas revenez nous raconter un peu votre expérience du mois de Ramadan et nous dire combien de koufas vous allez réaliser. Pour le nombre de koufas, on vise 300 koufas, mais si c'est possible de plus, pourquoi pas? Inch'Allah. Merci à vous. Merci Wahida pour l'inviter. Vous saluerez tout votre groupe. J'imagine que c'est tous des bénévoles. Vous êtes des étudiants également, d'un petit peu partout, des universités d'Alger? Oui, de l'Ibrahim, de Alger Centre, de la fac centrale de Bebzoar, il y a de tout partout. Voilà. Très bien, très bonne continuation. Merci. Et on aura l'occasion de vous recevoir pour d'autres projets que vous voulez réaliser. Et donc Wahida, après cette association, rappelez-moi le nom? C'est Jeunesse Charitable Ahmed Chabab. D'accord. Vous avez un coup de cœur ce soir? Exactement, Nidia. Oui, donc aujourd'hui, j'ai un coup de cœur. Il s'agit des jeunes Algériens qui sont en train de nettoyer, qui sont en train de prendre les choses en main, qui sont en train de nettoyer l'Algérie, toute l'Algérie, mais aussi décorer les ruelles et les murs. Ils sont en train de voir avec ces photos. Donc là, on s'approprie des espaces publics, des murs où on les peint, on fait de jolis dessins. C'est une première en Algérie. Et j'ai adoré. D'accord, donc c'était votre coup de cœur. Voilà, c'est mon coup de cœur. Donc voilà, je vous encourage, je suis très fière de vous. L'Algérie est très fière de notre jeunesse algérienne. Très bien, merci à vous Wahida. C'est moi. Merci pour votre invité, merci pour ce gros plan sur cette association. Au plaisir de vous retrouver vendredi prochain. Inch'Allah. Et on va retrouver et passer à Leila Djbour pour la rubrique Média, juste après le jingle. Bonsoir Lilia. Ça va? Très bien, et vous? Alhamdoulilah, très bien. Alors aujourd'hui, je vais parler d'une revue. J'imagine que l'automobile intéresse tout un chacun. Surtout les femmes. Hommes, femmes, grands et petits. Voilà, les femmes maintenant s'intéressent de plus en plus à l'automobile et c'est pour ça que les quotidiens lui consacrent des chroniques, parfois même des pages entières. Mais les grands amateurs ne se contentent pas que de ces petites chroniques. J'imagine. Et c'est pour ça que les magazines spécialisés sont là pour répondre à cette demande. Et on a avec nous aujourd'hui Brahim Aziz. Bonjour Brahim Aziz. Bonjour Leila. Vous êtes le fondateur de cette revue qui est Motors Magazine, donc, que je vais montrer à l'écran. Voilà. La première revue automobile 100% algérienne. Voilà. En fait, je ne suis pas le fondateur, je suis le rédacteur en chef. Vous êtes le rédacteur en chef, oui. Mais vous étiez là. J'ai contribué Vous avez contribué à ce qu'elle voit le jour. Vous êtes fondateur alors, chez nous. Voilà. Chez nous, vous êtes fondateur. Ça y est, vous êtes fondateur. Et donc la revue a vu le jour en 2004. Oui, c'était le premier numéro est paru en octobre 2004. C'était un mensuel. On n'était pas les premiers sur le marché, et il y avait d'autres magazines. On voulait s'inscrire dans ce registre, mais avec une vision différente, parce que le champ restait quand même... Le champ de... Les magazines ou les supports spécialisés en automobile restaient quand même assez pauvres. Donc on voulait apporter une touche supplémentaire, d'où l'arrivée de Motors Magazine qui se distingue un peu des autres, même si les autres entre-temps ont pratiquement tous disparu. On va revenir après au contexte qui est celui de la crise, la crise du domaine de l'édition, mais c'est vrai que c'est quand même destiné aux professionnels, mais surtout au grand public. On n'a pas besoin de s'y connaître énormément pour pouvoir lire le contenu. Absolument, professionnels
Oui, en minorité, mais en général, c'est le grand public. C'est les gens. C'est pas forcément les primo-acquéreurs, c'est-à-dire ceux qui achètent une voiture pour la première fois, mais c'est plutôt les gens qui ont envie, qui découvrent des véhicules nouveaux, qui ont envie de savoir ce qu'ils ont de particulier, parce qu'on va un peu plus dans le détail, que ce soit sur les présentations techniques, les essais, les impressions, nos ressentis qu'on dévoile à travers des essais. Mais c'est aussi un magazine qui traite un peu de tous les aspects qui gravitent autour de l'automobile, qu'il s'agisse d'assurance, qu'il s'agisse d'entretien, qu'il s'agisse de garantie, des droits des consommateurs. Il y a un peu d'enquête, il y a un peu de recherche sur terrain aussi. Chaque numéro a un dossier traite dans un dossier d'une facette de tout ce qui gravite autour de l'automobile. Et vous, on va parler un peu de vous quand même, parce que vous êtes déjà notre invité, donc on s'est intéressé à votre parcours, un parcours qui est très riche. Vous avez commencé à la presse écrite, c'était le matin, la rédaction du matin. Ah oui, c'était un rêve pour moi que de mettre le pied au matin, c'était mon journal de référence. C'est une école, il faut le dire. J'ai commencé, c'était une école. Et je ne cesserai jamais de le dire. J'ai commencé comme pigiste à la rubrique sportive. Je m'occupais du volleyball. Et comme la presse, c'était pas forcément la presse sportive qui m'intéressait, c'était la presse en général. Et on avait cette possibilité au matin de se diversifier, d'élargir un peu ses horizons. Et vers 2002, il y avait une rubrique automobile qui a été lancée par un ancien confrère, qui était parti, donc je me suis proposé pour reprendre cette rubrique parce que je m'intéressais à la mécanique. Très jeune, au lycée, j'étais déjà en mobilette, en moto. Dès que j'ai terminé mes études, je me suis acheté une vieille voiture. Donc la mécanique, ça me connaissait un peu. C'est votre domaine. La reconversion a été quelque peu facile parce que le paysage était quelque peu quand même pauvre. On est parmi les premiers quotidiens à avoir une rubrique automobile. Il y avait compétition, donc on était, on peut dire, les pionniers dans ce domaine. Vous avez couvert des rallyes également Oui, on a couvert des rallyes, on a couvert des compétitions, on a couvert pas mal d'événements. Et après le matin, parce que le matin s'arrêtait en juin 2004, j'étais sur ma faim. Et il y a eu cette proposition de lancer un magazine dédié Vous étiez sur votre faim, mais ça ne vous a pas empêché d'intervenir dans des émissions avec la radio algérienne, la chaîne 3. Il faut dire quand même que c'est mes écrits sur Motors Magazine qui m'ont valu d'être sollicité par ça vous a mis un projecteur, ça vous a mis pour intervenir sur une émission. Enfin, c'était la Minute Auto qui passait chaque matin à 7h55. J'avais droit à 3-4 minutes. À chaque fois, on intervenait sur un sujet. Mais voilà, quotidiennement, on avait vite fait de faire le tour d'horizon et d'être à court de sujets. Mais c'était une expérience très enrichissante. Malheureusement, ça s'est arrêté là. Alors, on sait que la presse, le magazine spécialisé vit de la publicité. C'est bien dommage parce qu'il n'y a pas un effort qui est fait par les pouvoirs publics pour promouvoir davantage les magazines spécialisés. Et vous souffrez justement pas de financement, mais on va dire de pub. Oui, il faut dire qu'un magazine, pourquoi ça dépend de tout ce qui est rentrée publicitaire, parce que à la production, le magazine coûte plus cher qu'à la vente. Oui. Vous le produisez à plus de 100 dinars, vous le vendez au buraliste à 80 dinars. La qualité ANEP comparée à la qualité privée est différente. On ne voulait pas faire de compromis sur la qualité. Oui. Et voilà, c'est ce qui fait qu'on est un peu tributaire des rentrées publicitaires. L'avantage qu'on a, c'est qu'on appartient à un groupe de presse qui a fait en sorte qu'on ne disparaisse pas comme tous les autres. Alors vous traitez de l'actu nationale comme de l'actu internationale, donc vous informez les lecteurs de ce qui se passe dans le marché automobile algérien. On peut dire que 85 à 90% de notre magazine, ça traite de l'actualité nationale. Parce qu'on se dit que ce qui est en rapport avec ce qui se passe à l'étranger n'intéresse pas forcément nos lecteurs, notre cible ici en Algérie. Donc l'essentiel du contenu du magazine a un rapport avec ce qui se passe en Algérie. Alors pour rappel, vous avez réduit le tirage. Vous n'avez pas réduit le tirage, vous avez préféré réduire la périodicité parce qu'il faut savoir que c'est devenu un bimestriel, donc Motors Magazine. Voilà. Oui, on a dû faire face à la crise à partir de fin 2014, début 2015, et on s'est résolu en
2017, à faire des choix pour ne pas disparaître comme les autres. C'est qu'on a opté pour une périodicité d'une fois tous les 2 mois, bimestrielle, plutôt que d'avoir à réduire le tirage qui, à nos yeux, était déjà pas assez reluisant. C'est vrai qu'on fait entre 7500 et 8000 exemplaires par numéro. C'est loin de ce qui était nos objectifs au départ. On pourrait faire 50 000 exemplaires, c'est 50 000 exemplaires qui s'écouleront sur le marché. Le marché est demandeur, mais c'est juste qu'il faut avoir les moyens de faire face à cette demande. Qu'est-ce qui intéresse le plus l'Algérien en matière d'automobile? C'est les cotes, qu'est-ce que vous publiez? Malheureusement, ils sont demandeurs de quoi, les lecteurs? Je suis désolé de le dire, mais aujourd'hui, ce qui intéresse, c'est d'abord la page des tarifs. Oui, les tarifs, c'est normal. Ce qui les intéresse en premier lieu, c'est les tarifs. En second lieu, c'est surtout les essais des véhicules qu'on fait, parce que on essaye à chaque fois 2 à 4 véhicules, chaque numéro. Et donc, les gens ont envie de savoir ce qu'il y a de particulier dans ces véhicules. Et en troisième position, c'est un peu tout ce qui est nouveauté, ce qui arrive, c'est ce qui est l'actualité nationale. Les nouveaux modèles, les promotions à un degré moindre, parce que sur un magazine, c'est pas très évident, mais surtout tout ce qui arrive de nouveau sur le marché. Vous m'aviez parlé des pouvoirs publics par rapport aux enregistrements, donc tout ce qui est immatriculation. Vous n'arrivez pas à avoir des chiffres concrets pour pouvoir les donner en tant que bilan, les publier. Est-ce que c'est toujours le cas? C'est peut-être pas propre à l'automobile, mais c'est propre à l'administration algérienne. C'est l'absence de transparence, l'absence de chiffres. On a du mal, par exemple, chaque année à avoir les chiffres d'importation, de là à avoir les chiffres de vente, c'est pas évident. C'est des recoupements qu'on fait essentiellement par rapport aux gens qui ne veulent pas communiquer leurs chiffres de vente. Vous avez, par exemple, ministère des Finances, chaque année, on a essayé pendant des années d'avoir les chiffres de vente et des vignettes automobiles pour savoir qu'est-ce que ça a généré comme ressources au trésor public. Impossible d'avoir ces chiffres. Aujourd'hui, en l'absence d'un fichier centralisé pour savoir quel est le nombre d'immatriculations, de manière à savoir qu'est-ce qui s'est réellement vendu sur le marché aujourd'hui. Il n'y a pas de fichier centralisé. Aller faire les wilayas, c'est pas évident, on ne vous donne pas les chiffres. Et puis en termes d'effectifs aussi, vous pouvez pas. Même pour le marché de l'occasion. Aujourd'hui, on estime le marché de l'occasion à 1 million de véhicules par an. Mais ça reste quand même approximatif. Mais c'est très absurde. On estime à 8 millions. Mais c'est très approximatif. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas les volumes de réimmatriculation qui sont fournis par les wilayas. Voilà, les filles en silence, vous n'avez pas de questions à poser à Brahim Aziz concernant la revue Motors Magazine. Le dernier numéro a été édité quand? Alors je l'ai entre février. les mains, février-mars 2019. C'est un magazine mensuel? C'est un bimestriel. Depuis janvier 2017. Le prochain numéro, c'est celui d'avril. Voilà, donc ça devrait correspondre avec le salon de l'automobile. J'ai juste une question concernant l'actualité. Quand il n'y a pas d'actualité automobile, comment on fait pour alimenter un magazine auto? C'est pas évident. Je vais vous dire, d'abord, je ne suis pas seul, on est une équipe. Oui, qu'on salue d'ailleurs s'ils nous regardent. Et puis, j'ai eu la chance, en particulier, d'avoir travaillé au matin. Au matin, ce qu'on apprenait, c'est de créer l'événement quand il n'y a rien, quand le paysage médiatique est vide. Et ça nous permet de revenir à chaque fois, de rebondir avec des dossiers, avec des interviews, des sujets qui sont peut-être parfois pas... Pas du factuel, mais... Pas factuel, mais voilà, on crée l'événement à travers ça parce que c'est des sujets de tous les jours. Voilà, donc Motors Magazine, le site existe, le site internet. On a un site, motors.dz. Voilà, donc vous pouvez aller consulter, il est disponible sur le net. Très bien, merci Wahida. Leïla. Oh là là. C'est un joli prénom aussi, mais elle va le prendre mal. C'est la présence masculine oui, je pense que nous perturbe. Merci à vous, monsieur Aziz. Merci, ça a été un plaisir. Merci pour le choix de votre invité. Bon, plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Plaisir partagé. J'aimerais peut-être intervenir sur l'association, la jeune association. C'est quelque chose de formidable, je salue. C'est un phénomène que j'ai découvert, ça fait une quinzaine d'années accidentellement. Ça se passe au niveau des universités. Il y a des étudiants qui ont cette prise de conscience incroyable, qui s'organisent et qui ne créent même pas d'association parfois. Et qui sont là à collecter, à donner de leur temps, à être là pendant l'Aïd plutôt que de fêter ça en famille. Ils sont dans les hôpitaux, à courir à droite et à gauche avec le propre moyen. C'est vraiment formidable. Wahida est là justement pour mettre en avant tout le travail de ces Heureusement qu'il y a des gens comme Wahida pour mettre en valeur ce genre de travail.